Alors, la capsule vidéo d'aujourd'hui consiste à corriger l'exercice sur la gravitation universelle que vous aviez à chercher. Alors, premier exercice, on considère un astéroïde qui est situé entre la Terre et la Lune. On vous donne des valeurs de masse, des valeurs de distance que je vous conseille de reporter de suite sur un schéma avant de commencer l'exercice. Donc on vous dit que l'astéroïde a une masse de 100 kg. On vous indique également la distance entre le centre de l'astéroïde et le centre de la Lune. On vous dit que c'est 38,44 fois 10 puissance 3 km. Je vous conseille de le convertir de suite en mètres, puisque dans la formule de la force gravitationnelle exercée par un corps A sur un corps B, les distances doivent être converties en mètres. Donc pour passer des kilomètres en mètres, 1 km, vous savez que c'est égal à 1000 mètres. Autrement dit, il va falloir multiplier par 10 puissance 3. Donc du coup, la distance en mètres entre le centre de l'astéroïde et le centre de la Lune est de 38,44 fois 10 puissance 6 mètres. On vous donne également la distance entre les centres de la Terre et de la Lune. Pareil, à convertir en mètres, donc en multipliant par 10 puissance 3, puisque celle-ci est donnée en kilomètres. Donc ça vous fait 38,44 fois 10 puissance 7 mètres. Première question, on vous demande de calculer la valeur de l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astéroïde. Si on reprend la relation donnée par Newton, cette force est proportionnelle aux masses des deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les centres de l'astéroïde et de la Lune. Autrement dit, elle est donnée par grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Lune, fois la masse de l'astéroïde divisée par la distance au carré entre les centres de l'astéroïde et de la Lune. Si vous remplacez par les valeurs numériques, vous trouvez que cette force est de 0,33 Newton. On vous demande également de calculer l'intensité de la force de l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'astéroïde. Alors ici, vous avez besoin pour la calculer de la distance entre les centres de la Terre et de l'astéroïde. Elle peut être facilement calculée puisque vous connaissez la distance Terre-Lune ainsi que la distance astéroïde-Lune et vous savez que ces trois corps sont alignés. Donc la distance entre la Terre et l'astéroïde, ça va être la distance Terre-Lune moins la distance qui sépare l'astéroïde de la Lune. On trouve en mètres que ça fait 3,46 soit 10 puissance 8 mètres. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'astéroïde peut être alors donnée par la relation grand G, donc la force de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'astéroïde sur la distance au carré qui sépare le centre de la Terre du centre de l'astéroïde. Si on remplace par les valeurs numériques, on trouve que ça fait 0,33 Newton. Maintenant, on vous demande de donner les caractéristiques de ces deux forces. Donner les caractéristiques de ces deux forces, ça consiste à donner les caractéristiques des deux vecteurs force dont on a calculé l'intensité. Donc les caractéristiques d'un vecteur, il y en a 4. La première chose, c'est l'origine, ou ce qu'on appellera en physique le point d'application de la force, la direction, le sens et l'intensité ou la norme du vecteur. Comme il s'agit ici de s'intéresser aux forces exercées par l'astéroïde, les deux vecteurs force vont partir du centre de l'astéroïde, puisque c'est celui qui subit l'action. Pour la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astéroïde, par définition, la direction, ça va être la droite qui passe par les centres de la Lune et de l'astéroïde. Comme c'est la Lune qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers la Lune. Et l'intensité, c'est celle qu'on a calculée plus haut. Alors on vous demande de représenter cette force en prenant comme échelle d'intensité un vecteur d'1 cm de longueur correspondra à une force d'intensité 0,10 Newton. Donc comme là on a une force de 0,33 Newton, la force exercée par la Lune sur l'astéroïde sera représentée par un vecteur de 3,3 cm. Maintenant, pour ce qui concerne la force exercée par la Terre sur l'astéroïde, comme c'est toujours l'astéroïde qui subit l'action, le vecteur va partir du centre de l'astéroïde. Comme il s'agit de l'action exercée par la Terre sur l'astéroïde, ce vecteur va être porté par la droite qui passe par le centre de la Terre et le centre de l'astéroïde. Comme c'est la Terre qui exerce l'action, le vecteur est dirigé vers la Terre. Et l'intensité, c'est celle qu'on a calculée, 0,33 Newton. Donc là, on s'aperçoit que les deux vecteurs force, ils ont la même direction, la même intensité, donc autrement dit, c'est représenté par deux vecteurs de même longueur, mais ils sont de sens opposé. Ce qui fait que si l'on fait la somme vectorielle des deux forces, on s'aperçoit que c'est égal au vecteur nul. C'est pour ça qu'on peut considérer que l'astéroïde
est en équilibre. Tout se passe en fait comme si l'astéroïde n'était soumis à aucune force. Alors, comme l'astéroïde a priori a un mouvement initial, il n'est pas complètement immobile, en réalité il aurait un mouvement rectiligne uniforme dans la mesure où vous avez des forces qui se compensent. Maintenant, deuxième exercice. On vous demande de choisir parmi les 4 propositions celle qui correspond à 2 corps en interaction. Alors on sait que si 2 corps A et B sont en interaction du fait de leur masse, ils s'attirent l'un l'autre en exerçant sur l'un et sur l'autre donc une force, F de A sur B et F de B sur A, qui ont la même direction, qui sont de sens opposés et qui ont la même intensité. Donc si le schéma doit représenter l'interaction gravitationnelle entre les 2 corps, il faut que les 2 forces représentées soient de même longueur, ce qui n'est pas le cas pour le schéma C et le schéma D, qu'on peut donc éliminer. D'autre part, il s'agit d'une interaction gravitationnelle, autrement dit les 2 corps vont s'attirer l'un et l'autre. Ce n'est pas le cas dans le schéma B où on voit au contraire que les 2 forces sont dirigées vers l'extérieur, c'est-à-dire que les 2 corps vont avoir tendance à se repousser l'un l'autre. Donc le seul schéma qui va correspondre à une situation où les 2 corps s'attirent l'un l'autre et ont tendance à se rapprocher, c'est le schéma A. Donc le seul schéma correct, c'est le schéma A. Pour l'exercice 4, que vous n'aviez pas à chercher, mais je préfère le corriger ici dans cette capsule. On considère donc un satellite de la Terre qui est situé à une certaine altitude h. Et on vous dit que pour déterminer en fait cette distance, le satellite va émettre un signal. Et ce signal met 67 millisecondes pour parvenir jusqu'à la Terre, enfin jusqu'en un point de la Terre. Donc comme on sait que la vitesse se propage, l'onde se propage à la vitesse de la lumière de 3 fois 10 puissance 8, on va pouvoir en déduire, connaissant le temps mis par l'onde pour parvenir jusqu'à nous, on va pouvoir déterminer la distance qui sépare le centre du satellite de la surface de la Terre, autrement dit l'altitude du satellite. Donc cette distance, c'est égal à la vitesse fois le temps. Autrement dit, on trouve que le satellite est situé à une altitude de 2,01 fois 10 puissance 7 mètres. Alors maintenant, on vous demande de calculer et d'exprimer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Donc si on reprend la loi de gravitation universelle, cette force gravitationnelle est donnée par la relation Cg fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance qui sépare le centre de la Terre du centre du satellite. Donc là, cette fois-ci, on vous a donné, on connaît, d'après la question Q1, uniquement l'altitude. Donc la distance entre le centre du satellite et la surface de la Terre. Mais ça ne correspond pas à la distance centre à centre. Si on veut avoir la distance centre à centre, il va falloir rajouter le rayon de la Terre. Autrement dit, la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite, c'est RT plus H. Donc la force gravitationnelle, ça va être G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par RT plus H au carré. Donc si on remplace par les valeurs numériques, en faisant attention à mettre bien les masses en kilomètres et les distances en mètres, donc comme elles sont données en kilomètres, il va falloir faire fois 10 puissance 3 pour chacune, il faut multiplier par 1000, on trouve que l'intensité de la force est de 654 newtons. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques. Donc donner les caractéristiques, je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, ça consiste à donner l'origine, la direction et le sens et l'intensité de la force. Donc comme ici il s'agit de la force exercée sur le satellite, la force va partir, va avoir comme point d'implication, comme origine, le centre du satellite. La direction, comme il s'agit d'une force gravitationnelle, le vecteur va être porté par la droite qui passe par le centre de la Terre et le centre du satellite. Comme c'est la Terre qui exerce l'action, la force va être dirigée vers le centre de la Terre. Et ici, l'intensité est de 654 newtons. Alors, on vous demande de représenter un vecteur force tel que un vecteur d'1 cm correspond à une intensité de force de 300 newtons. Donc, en faisant un produit en 3, on trouve que la longueur du vecteur, c'est donc 654 fois 1 divisé par 300. Et on trouve que ça fait 3,27 cm. On vous demande ensuite de représenter la force qu'exerce ce même satellite sur la Terre.
Donc là, cette fois-ci, comme il s'agit de la force exercée par le satellite sur la Terre, le vecteur va partir du centre de la Terre. Il va être porté par la droite qui passe par les centres de la Terre et du satellite, et il va être dirigé vers le satellite puisque c'est lui qui attire, qui exerce l'action. En termes d'intensité, on sait que lorsque deux corps s'attirent l'un l'autre, ils exercent deux forces qui ont la même direction et qui ont la même intensité. Autrement dit, la force exercée par le satellite sur la Terre a la même intensité que la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc on va falloir représenter un vecteur qui va avoir la même longueur que le vecteur rouge que vous venez de tracer. Donc en le faisant partir du centre de gravité de la Terre, en le faisant porter par la droite qui passe par le centre de la Terre et le centre du satellite, mais qui est dirigé vers le satellite. Exercice 5. On a ici représenté les mouvements, enfin la chronophotographie de la sonde et de la planète. Alors a priori, dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire lié au centre du Soleil. Donc en rouge, sont représentées les différentes positions occupées par la sonde, et en vert, les positions occupées par la planète à intervalles de temps réguliers. On vous demande de représenter pour 3 positions, 1, 6 et 12, les forces gravitationnelles. Alors, ces forces gravitationnelles, comme elles sont exercées sur la sonde, toutes ces forces vont avoir comme point d'application le centre de la sonde. Ces vecteurs vont être aussi également portés par les droites qui passent par le centre de la planète et le centre de la sonde. Et comme c'est la planète qui exerce l'action, ces forces vont être dirigées vers la planète. Si on regarde maintenant l'intensité de la force, cette force est donnée par la loi de gravitation universelle et son intensité est donnée par la relation grand G fois la masse de la planète fois la masse de la sonde sur la distance au carré qui sépare le centre de la sonde du centre de la planète. Donc comme cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance entre la planète et la sonde, plus la sonde sera proche de la planète, plus l'intensité de la force sera importante. Donc plus les vecteurs qui vont représenter cette force auront une longueur importante. Alors si on regarde la première position 1 et 2, donc la force exercée par la planète sur la sonde quand ils sont en position 1, c'est un vecteur qui part du centre de la sonde, qui va être porté par la droite qui passe par les centres de la sonde et de la planète en position 1 et qui va être dirigé vers la planète puisque c'est la planète qui attire, qui exerce l'action. Maintenant, si je considère la force exercée par la planète sur la sonde quand c'est aux positions 6, donc ici, cette position la plus proche. Comme c'est toujours la sonde qui subit l'action, le vecteur part du centre de la sonde, va être porté aussi par la droite qui passe par le centre de la sonde et le centre de la planète lorsque ces deux sont à la position 6. Et comme ici dans cette situation, la sonde est plus proche de la planète que lorsqu'elle était en position 1, j'ai représenté un vecteur qui était plus long que le vecteur F1. Maintenant pour la position, lorsque la sonde est en position 12, donc le vecteur va partir du centre de S12, il va être porté par la droite qui passe par P12 et S12 et il va être dirigé vers la planète quand celle-ci est en position 12. Et comme la distance entre la sonde et la planète est plus grande que lorsque la sonde est en position 6, le vecteur force va avoir une longueur plus petite que celle qui représente la force lorsque la sonde est en position 6. Alors ensuite, on vous demande de décrire l'évolution du mouvement de la sonde. Alors on s'aperçoit que lorsque la sonde est de la position S1 à la position 6, 7, 8, 9 à peu près, on s'aperçoit que les positions occupées à intervalles de temps réguliers par la sonde sont de plus en plus espacées. Donc on peut en déduire que pendant un même temps, une même durée, la sonde parcourt de plus en plus de distance. Donc elle va avoir un mouvement accéléré. La trajectoire n'est pas une droite, donc on peut dire que le mouvement va être curviligne accéléré. Par contre, à partir de la position 9, on s'aperçoit que la sonde, les positions occupées à intervalles de temps par la sonde sont régulièrement
espacés. Autrement dit, pendant une même durée, la sonde parcourt toujours la même distance. Autrement dit, le mouvement, la sonde se déplace à vitesse constante, le mouvement est uniforme. D'autre part, on peut considérer que ces points sont quasiment alignés, autrement dit que la sonde a une trajectoire rectiligne, autrement dit le mouvement est rectiligne et uniforme. Donc on s'aperçoit que lorsque la sonde passe au voisinage de la planète, elle accélère. Autrement dit, on peut utiliser une planète pour augmenter la vitesse d'une sonde, ce qui permet d'économiser du carburant. Par contre, l'inconvénient, c'est que la sonde n'a plus une trajectoire rectiligne, elle va avoir une trajectoire curviligne. Donc il faudra simplement corriger éventuellement la trajectoire de la sonde et tenir en compte cette modification de trajectoire pour mettre la sonde là où on souhaite la mettre, donc par exemple en orbite d'une autre planète. Alors, exercice suivant qui est similaire à celui que je vous ai donné en cours. Donc, on vous demande de représenter la force gravitationnelle exercée par Neptune sur Triton. Donc là, comme c'est la force exercée sur Triton, le vecteur force va partir du centre de Triton. D'autre part, comme c'est la force gravitationnelle, cette force va être portée par la droite qui passe par les centres de Neptune et de Triton. Et comme c'est Neptune qui exerce l'action, ce vecteur force est dirigé vers Neptune. On vous demande ensuite de calculer la valeur de la force gravitationnelle. Donc ça, c'est donné par la loi de gravitation universelle. Ça va être G, donc la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de Triton, fois la masse de Neptune sur la distance entre le centre de Neptune et le centre de Triton au carré. Lorsque vous remplacez par les valeurs numériques, bien faire attention que les masses soient en kilogrammes et que les distances soient en mètres. Donc il va falloir ici multiplier par 10 puissance 3, donc par 1000. Donc là ici j'ai bien rajouté 3 zéros pour les mettre au carré, pour les mettre en mètres, pardon. Et je trouve que la force a une intensité de 2,74 fois 10 puissance 21 newtons. On vous demande ensuite de représenter la force gravitationnelle exercée par Triton sur Neptune. Donc si on regarde, c'est les deux corps qui sont considérés, ce sont les mêmes que dans la question 1. La seule chose, c'est qu'on a interverti l'astre qui subissait l'action et l'astre qui exerçait l'action. Donc là, comme c'est une force qui est exercée sur Neptune, le vecteur va partir du centre de Neptune. Il va être toujours porté par la droite qui passe par le centre de Triton et de Neptune, mais il va être dirigé cette fois-ci vers Triton, puisque c'est Triton qui exerce l'action. Et puis d'après la loi d'interaction gravitationnelle, ces deux forces, qu'on a représentées en 1 et qu'on va représenter en 3, vont avoir la même direction, la même intensité, mais vont être de sens opposé. Autrement dit, il va falloir représenter un vecteur qui a la même longueur que la force représentée dans la question Q1. Alors ensuite, on vous dit qu'on peut définir comme sur Terre un poids, en disant que le poids sur Neptune, c'est la masse du corps qui est situé au voisinage de Neptune, fois petit g, qui est l'intensité de la pesanteur. Alors on considère ici un objet qui est situé à la surface de Neptune. Alors si on reprend l'expression, le poids c'est P égale m fois g, où m c'est la masse du corps. Cette force peut être assimilée à la force gravitationnelle exercée par Neptune sur ce corps de masse m, en négligeant la force de Coriolis liée à la rotation de Neptune sur elle-même. Or la force gravitationnelle a pour intensité G fois la masse du corps, M, fois la masse de Neptune sur la distance entre le centre de l'objet et le centre de Neptune. Alors l'objet est considéré comme ponctuel. Donc en fait la distance entre l'objet qui est situé à la surface de Neptune et le centre de Neptune, ça correspond au rayon de Neptune. Donc c'est pour ça que j'ai mis Rn au carré. Comme ces deux forces, on peut considérer que ce sont les mêmes, elles ont la même intensité, on peut donc égaliser les deux expressions. On s'aperçoit que la masse du corps intervient deux fois, on peut les trouver donc de chaque côté de l'égalité. Donc on va pouvoir les isoler, même le supprimer, et on trouve du coup que ce qui reste, c'est l'expression de l'intensité de la pesanteur sur Neptune. Donc l'intensité de la pesanteur sur Neptune, c'est grand G fois la masse de Neptune sur le rayon de Neptune au carré. Donc si on calcule son intensité en mettant bien toutes les distances en mètres et les masses en kilogrammes, ça fait 11,3 mètres par seconde carré.
Alors juste une dernière petite chose, on s'aperçoit en fait que cette intensité est plus grande que l'intensité sur Terre, hein, puisque l'intensité de la pesanteur sur Terre c'est 9,8 mètres par seconde carré. Autrement dit, on a l'impression d'être plus lourd sur Neptune que sur la Terre. Donc on aura plus de difficultés en fait à sauter. Alors maintenant, ce qui concerne Néréide, qui est un autre satellite de Neptune. On vous demande de calculer l'intensité de la force quand Néréide est situé à 8 fois 10 puissance 6 km de Triton. Donc cette intensité est donnée par la loi de gravitation universelle, c'est G fois la masse de la Terre fois la masse de Néréide sur la distance au carré entre la Terre et Néréide. Ici, on vous donne directement la distance centre à centre hein, entre Neptune et Néréide, donc il n'y a pas à considérer le rayon de Neptune ni de Néréide. En revanche, il faut convertir les kilomètres en mètres. Donc en remplaçant par les valeurs numériques et en multipliant par 10 puissance 3 la distance qui vous est donnée dans l'énoncé, on trouve que cette force a une intensité de 6,8 fois 10 puissance 11 newtons. On vous demande ensuite les caractéristiques de la force. Comme c'est Néréide qui subit l'action, on trouve que l'origine c'est le centre de Néréide, la direction c'est la droite qui est portée par les centres de Néréide et les centres de Triton. Le sens est dirigé vers Triton puisque c'est Triton qui exerce l'action et l'intensité c'est 6,8 fois 10 puissance 11 newton. Pour en ce qui concerne maintenant la force exercée par Néréide sur Triton, comme c'est Triton qui subit l'action, ça va partir du centre de Triton. La force va être portée par la droite qui passe par le centre de Néréide et le centre de Triton. Comme c'est Néréide qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers Néréide. Et l'intensité de la force va être la même que celle exercée par Triton sur Néréide, puisque d'après la loi d'interaction des corps, lorsque deux corps exercent l'un sur l'autre deux interactions qui vont être représentées par des forces qui ont la même intensité, la même direction, mais qui sont de sens opposé. On vous demande ensuite de représenter la force gravitationnelle exercée par Néréide sur Neptune. Donc là, comme c'est Neptune qui subit l'action, ce vecteur va partir du centre de Neptune. Il va être porté par la droite qui passe par le centre de Néréide et le centre de Neptune. Comme c'est Néréide qui exerce l'action, c'est un vecteur qui va être dirigé vers Néréide. Alors là, j'ai tracé un vecteur de longueur arbitraire, hein, puisque on vous dit qu'on ne vous a pas donné l'échelle et on vous demande de ne pas faire de calcul. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez le formuler sur Pronote, en espérant que vous avez compris ce chapitre.